Pure coïncidence, ma collègue Marie et moi avons choisi le même roman, Au bonheur des dames, ce qui en dit long sur la portée de son auteur, Émile Zola, et sur les lecteurs qui l'a touché au fil des années depuis plus de 100 ans. Zola naît en 1840 à Paris d'un père ingénieur civil italien, mais son père meurt assez rapidement alors qu'il a à peine 7 ans et la famille se retrouve ruinée. On désire quand même instruire le petit Émile, on l'envoie en pension, au lycée, mais il finit par abandonner au baccalauréat qu'il échoue. Il commence à travailler dans la jeune vingtaine, chez Hachette comme commis, mais rapidement il écrit, devient journaliste et commence à publier ses œuvres. Zola est un pionnier du naturalisme, c'est-à-dire qu'il montre une réalité parfois crue et montre comment les gens sont influencés par leur milieu. Il écrit une série de 20 romans, Les Rougon-Macquart, parmi lesquels on va retrouver les grands classiques et les chefs-d'œuvre Germinal et L'Assommoir. Il s'intéresse aux classes défavorisées, il met en scène des pauvres, des paysans, des mineurs, des prostituées et crée parfois scandale dans l'opinion publique. Toute sa vie, il est impliqué politiquement. Il va écrire en 1898 le célèbre article « J'accuse », dans lequel il s'insurge contre la condamnation de Dreyfus, un officier français injustement accusé de trahison. Zola est lui-même accusé pour diffamation, retrouvé coupable, condamné à l'exil en Angleterre, mais par contre, son jugement est rapidement cassé et il va revenir en France. En 1902, il meurt, asphyxié par sa cheminée, mal ramonée. Par contre, il y a une enquête. Les causes sont nébuleuses. On conclut à l'accident, mais sans certitude. Alors, le roman Le bonheur des dames se situe dans un Paris en pleine effervescence. On est autour des années 1860. Napoléon est bien ancré au pouvoir et il y a de grandes réformes, de grandes transformations qui vont agiter Paris. On va démolir des quartiers au complet pour faire passer des grands boulevards. Les grands boulevards actuels de Paris ont été construits à cette époque-là. Donc, en détruisant une partie de ce qui existait auparavant, c'est exactement ça, le bonheur des dames. On a, d'une part, ces nouvelles façons de faire les choses, ces nouveaux commerces, ces nouvelles façons d'éclaircir la ville, les grands commerces d'un côté, et de l'autre, tout ce que l'on va détruire, les petits commerces, les petites rues étroites, l'ancienne façon de faire les choses. Donc, dans Le bonheur des dames, on retrouve Octave Mouret, le personnage principal, qui a quitté une ville de province pour monter à Paris. Il a d'abord commencé comme employé dans un petit magasin pour finir à la tête d'un des plus grands magasins de Paris qui s'appelle justement Au bonheur des dames, où on va vendre une quantité incroyable de tissus, de robes, de toutes sortes d'accessoires de la mode. Et de l'autre côté de la rue, c'est très, très clair dans le roman de Zola, il va vraiment les opposer physiquement. De l'autre côté de la rue, il y a des petits artisans qui peinent à survivre et qui peinent, eux, à vivre dans ce nouveau Paris transformé où les gens ne vont plus nécessairement s'adresser à des petits artisans locaux pour faire des pièces uniques, mais vont bien traverser de l'autre côté dans le grand magasin où tout semble merveilleux et beau, et on verra tout à l'heure à quel point, justement, dans ce roman-là, on voit apparaître le marketing moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ce qui est fascinant avec ce roman-là, c'est qu'on voit très bien l'opposition entre une nouvelle façon de faire les choses, de faire le commerce dans ce cas-ci, et une ancienne façon. C'est le monde bourgeois qui est en train de supplanter culturellement, si on veut, ce qui était l'essence même de l'ancienne France, avec la noblesse et tout ce qui venait avec de particularités. C'est le concept en particulier de transformation sociale. Donc, j'en parlais, on est dans un Paris en bouleversement. On se rend compte que la Révolution française, ça fait pas très longtemps qu'elle a eu lieu. Bon, ça a plus ou moins fonctionné. On a remis un empereur à la tête de l'État, disons. Malgré tout, il y a des transformations culturelles qui sont en cours, particulièrement la bourgeoisie qui est en train de prendre le dessus sur la noblesse. Alors, c'est dans cet univers-là que l'on peut constater à quel point une transformation sociale, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des mutations culturelles qui sont en cours, entre autres cette idée-là que c'est pas nécessairement le titre qui va faire la réussite sociale, mais ça peut être aussi la richesse. Parce que pour un noble, même si on n'a pas nécessairement la fortune qui vient avec, de plus en plus, les nobles empruntaient même aux bourgeois pour pouvoir maintenir leur niveau de vie, mais c'était important. C'était du prestige social. Ils avaient besoin de ce prestige social-là.
Et pour eux, les nobles, de dire « je vais aller dans un grand magasin où la femme du boulanger va porter la même robe que moi », c'était impensable. On avait besoin de se démarquer par toutes sortes d'objets, dont les vêtements, bien sûr. Donc, à la fois, les nobles et les artisans vont combattre un petit peu ce nouveau modèle-là. Et on présente la modernité comme étant lumineuse, comme étant merveilleuse, alors que les petits artisans, les nobles, sont davantage présentés comme des réactionnaires. Tout est sombre dans ce roman-là. Les boutiques sont toutes petites, sombres, miteuses, empoussiérées, et ainsi de suite. Donc, on voit donc le prestige qui est accordé à cette nouvelle modernité-là. Donc ça, c'est un élément qui est très, très intéressant en tant que sociologue dans ce roman-là. Donc, on va afficher, par exemple, des tenues spectaculaires, uniques, des créations particulières et ainsi de suite. Dans un autre roman de Zola, d'ailleurs, ils ont beaucoup insisté sur les cheveux, sur les perruques que les dames portaient. Mais tout ça, c'est une façon de se démarquer. Et dans ce pari en transformation-là, on assiste justement à une lutte entre les nouveaux bourgeois, les nouvelles bourgeoises et les nobles pour se démarquer. Et on va souvent emprunter les signes de réussite de l'autre classe et ça va créer en fait toutes sortes de compétitions. Ce qui a interpellé la prof d'administration en moi dans le roman, c'est le personnage de Octave Mouret, le chef d'entreprise. On pourrait s'imaginer avec la critique sociale du roman où est-ce qu'on critique un petit peu les changements qui découlent de la modernité, que notre personnage serait un peu froid, calculateur, purement obsédé par les chiffres en tant que chef d'entreprise, mais Zola va nous présenter un personnage qui est plutôt sensible, audacieux et surtout fin psychologue. Il connaît très bien les besoins des femmes, sa clientèle. Zola, en fait, c'est un précurseur parce qu'il nous présente le leader comme un leader transformationnel, qui est un concept d'affaires qui a été élaboré beaucoup plus tard dans les années 1970. On a un leader qui est charismatique, qu'on veut suivre, mais aussi qui va manifester une certaine considération envers ses employés, ce qui n'est vraiment pas commun pour l'époque. Mouret, c'est un visionnaire, c'est aussi un as du marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui. À titre d'exemple, une journée de grand achalandage dans le magasin alors que tout est en solde, il fait distribuer aux clientes 40 000 ballons gonflés à l'hélium qui portent l'effigie du magasin. Les ballons se promènent donc partout à travers Paris. C'est une campagne publicitaire, tout le monde en parle. Par contre, avec Zola, tout est toujours en nuances et ça inclut Mouret. Le bonheur des dames est présenté comme une machine qui détruit tout sur son passage, qui semble laisser Mouret complètement indifférent. On dirait qu'il porte des œillères. En plus, derrière sa connaissance des femmes se cache un désir de la manipuler pour qu'elle achète sans compter. On en vient à se demander en tant que lecteur si la fin justifie les moyens, employés. On aborde même indirectement la notion de l'éthique en entreprise, ce qui constitue un sujet drôlement d'actualité aujourd'hui.